Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car à vos jours, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et avec Alexandre Sheldon, réalisateur du documentaire ô combien inquiétant, préoccupant, mais nécessaire Hack MTL, où on parle de la notion de la vie privée et comment les hackers peuvent nous aider à protéger cette si fragile notion. Alexandre Sheldon, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Mathieu. On est dans un parc. C'est un endroit que l'on a choisi volontairement pour être à l'abri des caméras et de la surveillance, peut-être informatique, logicielle ou physique. Est-ce qu'on est protégé, tu penses, ici? Si c'était ça notre objectif, on a sûrement échoué lamentablement, puisque je suis sûr que tu as ton smartphone dans ta poche. Ouais. J'ai le mien dans ma poche. Le Wi-Fi est ouvert. Le Bluetooth est ouvert. Je sais pas pour toi. Moi, mon Bluetooth est ouvert. Mon Wi-Fi est ouvert. Mon signal est ouvert. Je suis on the map, on the grid. Et donc, non, on n'est pas à l'abri des regards, même dans ce superbe parc. Écoute, la vie privée, c'est une notion dont la définition change à peu près à chaque mois. Au moment où tu as fait le documentaire, comment définirais-tu la notion de vie privée à ce moment-là? Donc, moi, j'ai commencé, tu vois, mes toutes premières recherches sur ce film-là en 2014, qui était un an après Snowden. Un an après que les révélations Snowden soient sorties. Et donc, à l'époque, je pensais beaucoup à la vie privée en termes de notre rapport à l'État. Notre rapport à « la NSA me surveille ». Et moi, mon questionnement à ce moment-là, c'était « Et le gouvernement canadien, lui? Et c'est quoi notre NSA canadienne? Est-ce qu'elle nous surveille autant que la NSA? » Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le film, je me suis rendu compte que cette surveillance-là, la surveillance d'État, n'est en fait qu'une seule dimension de la surveillance, surtout maintenant rendu en 2019, puis que la surveillance est rendue omniprésente et rendue même quelque chose qui s'infile dans nos rapports entre nous, là. Des parents qui installent des applications sur le téléphone de leurs enfants pour les surveiller, les conjoints qui se surveillent entre eux, qui vont accéder les courriels de l'un l'autre derrière leur dos parce qu'ils ont peut-être des suspicions, des choses comme ça. Fait que la surveillance, pour moi, est passée de 2014 à la surveillance, c'est les États, à 2019, la surveillance est partout. OK, mais simplement. Les États, là, je veux qu'on va parler de ce sujet-là tout de suite. Le Canada nous surveille-t-il? On entend parler souvent des mêmes pays là, qui surveillent leurs habitants, mais ici au Canada, est-ce qu'on est si surveillé que ça? Est-ce qu'on est d'intérêt pour le gouvernement canadien? Bien, c'est une question qui est difficile à répondre, puisqu'évidemment, on sait très mal ce que notre agence, qui est notre NSA canadienne, qui est le CST, le Centre de sécurité des télécommunications, sont très mal supervisés par la législature, par le Parlement canadien. Donc, on sait à peu près pas ce qu'ils ont comme accès, ce qu'ils ont comme information, mais on le suppose très bien. Et la raison qu'on le suppose très bien, c'est que si on parle à des gens, c'est un peu comme des preuves circonstancielles ou anecdotiques, mais j'en ai vu tellement dans la réalisation de mon documentaire que ça, pour moi, ça en vient être une preuve tangible. Partout où est-ce qu'il y a de la fibre optique qui transite, que ce soit des centres d'interconnexion de fibre optique, que ce soit des centres de serveurs, que ce soit les axes principaux de fibre optique qui traversent le Québec et le Canada, le CST est là, est à cheval sur ces câbles de fibre optique-là. Donc oui, il y a une surveillance qui se fait, mais c'est difficile de la mesurer, de la quantifier. Juste à cause de la manière que les lois qui encadrent ces agences-là leur permettent d'opérer dans l'ombre énormément. Mais c'est pour notre propre sécurité là, que le gouvernement nous observe. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont travaillé pour le CST. J'en ai même interviewé dans le cadre de mon documentaire, mais malheureusement, ils n'ont pas fait la cote pour des raisons essentiellement techniques. Quand on parle aux personnes qui ont travaillé dans les agences de renseignement de l'État canadien, ils ont un discours très, très cohérent qui est, nous autres, on est là pour protéger la population et on fait une espèce de calcul entre vie privée versus sécurité et on tend à pencher plus vers le côté sécurité. Et donc, leur intention, je pense pas qu'elles sont mauvaises. Là. Je suis pas anti-État, je suis pas un anarchiste fini, mais je pense que quand il s'agit de protéger la vie privée et de se questionner sur l'importance de la vie privée dans une société où est-ce qu'on est rendu comme complètement online,
Moi, personnellement, j'ai tendance à pencher plus du bord de la vie privée, mais je pense surtout que c'est un débat qu'on doit avoir, collectivement. C'est pas moi qui devrais choisir ça, puis c'est pas les agences de renseignement qui opèrent dans l'ombre non plus qui devraient choisir pour nous tous que la sécurité, c'est plus important que la vie privée. Je pense que ça devrait être sur la table, un débat transparent, et on devrait savoir qu'est-ce qu'ils font et quels accès ils ont. Et, je veux dire, de manière plus général aussi, des mandats, ça existe, là. Des mandats de surveillance, ça existe. Si quelqu'un devrait être placé sous surveillance pour des raisons légitimes et des raisons justifiables, par exemple un terroriste ou par exemple quelqu'un qui aurait kidnappé un enfant ou quelque chose, des choses comme extrêmement graves qui nécessiteraient qu'il y ait une surveillance très, très, très intrusive, je veux dire, ça devrait pouvoir se produire avec un mandat signé par un juge, non pas un système de surveillance de masse qui filtre l'Internet dans sa totalité puis qui s'intéresse à quelle vidéo YouTube tu t'écoutes puis à qui t'écris tes courriels Gmail. C'est que c'est trop largement utilisé sans avoir une raison ou un mandat précis. C'est vraiment... Il semble y avoir une peur dans les milieux du renseignement de manquer d'informations. Ouais. Fait que l'idée, et c'est quelque chose qui était écrit dans les révélations Snowden, le directeur de la NSA de l'époque, sa phrase clé, c'était « Collect it all ». Ouais. Lui, c'était « on veut plus qu'il y ait de 11 septembre, là, okay? On veut plus ». Fait qu'on, là, à partir de maintenant, « Collect it all ». Comme le slogan des Pokémon, là. Oui, c'est ça. Attrapez-les tous. Exactement. Bien évidemment, maintenant, tu parles de l'État, mais au-delà de l'État, on a les Facebook, Google de ce monde qui, eux, et Amazon, qui se gâtent allègrement. Évidemment, c'est au bénéfice d'une meilleure expérience pour nous en tant que consommateurs. Les publicités qu'on va avoir vont être extrêmement bien ciblées à notre moment de vie. C'est les publicités, mais c'est aussi si on pense à Gmail, par exemple, Gmail lit tous vos courriels. C'est comme une façon un peu simpliste de le dire, là, mais tout mot que vous écrivez sur un courriel Gmail est en quelconque façon analysé par Gmail. Et puis, en 2017, je ne sais pas si tu t'en souviens, Gmail a déclaré publiquement « À partir de maintenant, nous ne lirons plus vos courriels pour vous donner des publicités ciblées, des publicités micro-ciblées. » Ce qui implique, premièrement, qu'avant, il le faisait. Et deuxièmement, ce qui semblait impliquer que là, on ne lira plus vos courriels. Mais en réalité, il continue de lire vos courriels, mais pour des choses, par exemple, comme si vous faites une réservation de billets d'avion, Gmail va l'intégrer automatiquement à votre calendrier. Donc ça, c'est juste une... Donc là, on voit comment tout ce que vous écrivez sur Gmail, tous les courriels des reçus d'achat, des reçus de billets d'avion, pour Gmail, tout ça, c'est transparent. Et utilisez ça pour vous offrir des services qui sont plaisants et qui sont super efficaces, mais quels sont les autres usages qui en font? Ouais. Et vers où? Moi, c'est plus ça. C'est collectivement vers où ça nous amène. C'est comme si on est en train de se déresponsabiliser de savoir gérer son agenda. Google va gérer ton agenda à ta place. Mais j'ai rien à cacher. Non, mais c'est ça qu'on entend souvent, là. Mais collectivement, c'est pour moi OK. J'ai rien à cacher. OK. J'ai rien à cacher. Premièrement, si tu n'as rien à cacher, probablement que tu fais partie d'un certain secteur assez privilégié de la société. C'est n'avoir rien à cacher, c'est jouir d'un certain privilège. On dirait pas ça, si on regarde juste à l'international, on dirait pas ça d'un Syrien ou d'un Chinois. Il n'y a aucun Chinois qui pourrait dire « moi, j'ai rien à cacher ». T'sais. Donc ça nous indique à quel point avoir quelque chose à cacher ou non est très dépendant du contexte politique qui nous entoure et qui peut changer. Parce que ma vie normale ici peut être une vie où des éléments devraient être cachés ailleurs dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes libertés. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Le privilège qu'on a d'avoir rien à cacher, lui, il peut s'en aller. Et puis, un exemple auquel je pense souvent, c'est la crise d'octobre en 70. La crise d'octobre en 70, c'est 400-500 personnes qui se sont fait arrêter sans procès. Il y a eu la loi des mesures de guerre. Pas de procès. L'armée et la police pouvaient mettre qui voulait en prison pour une période indéterminée de temps. Les gens qui se faisaient arrêter, il y avait des artistes. Il y avait des gens qui se faisaient arrêter simplement parce qu'ils faisaient partie de syndicats, simplement parce qu'ils étaient peut-être sympathisants de la cause indépendantiste québécoise. À quoi ça ressemble, la loi des mesures de guerre en 2019, d'après toi?
Ou est-ce que là, tu sais, si tu as le droit d'arrêter qui tu veux, juste parce que tu as des suspicions que peut-être que sont rattachées à nanana ou qui ont peut-être des idées, des idéologies qui correspondent pas au discours dominant. Simple visite sur un compte Facebook et le tour est joué. Moi, des fois, je suis sur des réseaux sociaux des personnes telles que Marine Le Pen. Ouais. Pas parce que je l'aime, mais parce que je veux savoir qu'est-ce qu'elle dit, parce que c'est une personnalité politique importante. Est-ce que quelqu'un qui ferait le tour de ce que je like sur les réseaux sociaux en déduirait c'est un dangereux facho d'extrême droite qu'on doit surveiller? C'est des choses comme ça qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes que l'idée d'avoir rien à cacher. Puis l'autre chose, Edward Snowden, il a dit une citation qui est vraiment fabuleuse. Je vais la dire en anglais. « Saying privacy doesn't matter because you have nothing to hide is like saying freedom of speech doesn't matter because you have nothing to say. » Ah ouais. Donc, dire que la vie privée, c'est pas important parce que t'as rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression, c'est pas important parce que t'as rien à dire. Mais j'ai rien à cacher, on l'entend extrêmement souvent. Puis de l'autre côté, c'est, je suis prêt à ce qu'ils prennent de l'information sur moi. Je paye pas leur service. Ouais. Donc, la gratuité, en fait, j'ai l'impression que les gens se fichent de ce qu'ils sont prêts à donner au profit d'un service gratuit comme Google et comme surtout Facebook qui permet d'être connecté avec tous ses amis, membres de famille et beaucoup d'autres choses. Là, il y a une gratification à aller sur Facebook quand tu as été liké X nombre de fois pour une photo de famille ou peu importe. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, mais c'est que les gens sont prêts à laisser aller beaucoup d'informations pour ça. Mais tu vois, si en 2007, quand tout le monde s'est mis sur Facebook, 2007-2008, si on leur avait présenté ce choix-là, comme tu viens de le présenter, je pense que la majorité des gens ne l'auraient pas accepté. Le problème, c'est que là, on est rendu... Facebook, Google et compagnie se sont incrustés dans le fonctionnement normal de nos sociétés. Ouais. Et puis là, c'est plus un vrai choix. Ouais. L'espèce de choix, de la transaction de dire « OK, vous pouvez avoir accès à toutes mes données personnelles en échange du fait que j'utilise votre service. » Fantastique. C'est parce que décider de quitter, c'est que tu quittes tous les gens que tu connais qui sont aussi là. Il y a l'effet de réseau, c'est ça. C'est plus un vrai choix. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu, Mathieu. Ils nous ont embarqués, ils nous ont enrôlés sans qu'on comprenne c'était quoi les conséquences de ce choix-là. Et maintenant, 10 ans plus tard, on est pleinement enrôlés. Et de faire le choix de se déconnecter, c'est plus un choix qui est juste comme un choix de consommation, de dire j'achète du Coca-Cola versus du Pepsi. C'est un choix de se déconnecter socialement et de s'handicaper socialement. Et qu'est-ce que, dans ton documentaire, t'as le plus surpris? À un moment donné où t'es arrivé, t'as fait « Esti, ça n'a pas de bon sens que ça soit permis ou que ces compagnies-là se donnent la liberté d'aller chercher ces informations-là. » Mais moi, il y en a une qui m'avait quand même vraiment surprise. C'est quand j'ai vu que Facebook avait enregistré un brevet. Parce qu'évidemment, c'est par les brevets qu'on peut savoir à peu près qu'est-ce qu'ils font, parce qu'autrement, ce sont des boîtes noires et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, Facebook, je crois, en 2017, a enregistré un brevet d'une technologie qui permettait d'accéder à votre webcam alors que vous êtes en train de scroller le fil d'actualité de Facebook et d'essayer de lire vos émotions. Donc, c'est une sorte de technologie de reconnaissance faciale qui permet d'essayer de déduire vos émotions et vos réactions alors que vous scrollez le fil d'actualité. Donc, premièrement, ça implique que sûrement que si on lisait le contrat d'utilisation de Facebook, on leur permet d'accéder à notre webcam quand on utilise leur service. Ah ben absolument, parce qu'on utilise Messenger qui doit passer par... Et quand on utilise Facebook, on peut aussi prendre une photo à partir de... Voilà. Donc, on leur donne un accès à notre webcam et eux développent des outils pour essayer de lire les émotions sur votre visage alors que vous scrollez le fil d'actualité. Donc là, ça, je sais pas pour vous, mais... Moi, je trouve ça freak en tabarouette. Non, mais c'est pour nous afficher des publicités qui vont nous rendre confortables. Parce que Mark Zuckerberg avait dit de quoi au Sénat d'absolument intéressant. Il disait, les gens n'aiment pas la publicité, les gens n'aiment encore moins les publicités non significatives. Et ça voulait tout dire. Ça voulait dire, plus on va avoir des publicités qui veulent dire de quoi aux gens, plus les gens vont être prêts à accepter ces pubs-là. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre de Facebook. Comment les hackers, les pirates ont mis en lumière ou testent un peu ces espèces de mécanismes-là? Parce que tu les as rencontrés dans le cadre de ton documentaire HackMTL. Oui, bien il y a toutes sortes de hackers, donc il y a toutes sortes d'approches. Je peux en citer peut-être les 3 qui, moi, m'apparaissent les plus puissantes là, en termes de faire changer les mentalités. Il y a des hackers qui vont, par exemple, ouvrir des systèmes. Hein. Des hackers sont passés maîtres dans l'art de contourner des systèmes de sécurité, briser des systèmes informatiques, les ouvrir pour ultimement les comprendre. Il y a d'autres hackers qui vont, eux,
s'intéresser à développer des outils alternatifs. Évidemment, là, tout ce qui est produit par les GAFAM et les géants de Silicon Valley, il y a des alternatives à ça, qui sont souvent des alternatives développées en logiciel libre, en code source, en open source. Et ce sont tous des hackers qui développent ces outils-là. Et le mot d'ordre, pour la plupart des outils alternatifs qui protègent la vie privée, c'est le chiffrement ou l'encryption. Donc, c'est de chiffrer vos communications pour qu'elles soient illisibles pour un tiers parti, que ce soit Facebook, Google, la NSA ou un hackers malicieux qui essayerait d'intercepter vos communications. Puis, il faut comprendre, une communication sur Internet, c'est pas juste un courriel, c'est pas juste un message texte, c'est vos communications avec un site web. Si vous remplissez un formulaire sur un site web, si vous cliquez sur tel lien sur Google, tout ça, dans le monde de l'Internet, on peut appeler ça une communication. Vous êtes en communication constante quand vous êtes sur l'Internet, et ces communications-là peuvent être encryptées, peuvent être chiffrées. Puis il y a beaucoup de hackers qui développent des outils pour tenter de sécuriser comme ça vos communications. Fait que ça, c'est, comme je dirais, deux des axes principaux. Puis sinon, je pense que de manière générale, les hackers, ce qu'ils ont à nous apprendre et ce qu'ils ont à nous offrir comme solution, c'est peut-être plus d'ordre philosophique, c'est-à-dire la philosophie principale du hacker, c'est maîtrise ton outil si tu veux pas en devenir toi-même le produit. Tu dois apprendre à te réapproprier ton outil. Comprends-le, ouvre-le, n'en sois pas un usager passif. Essaie de comprendre l'environnement numérique qui t'entoure, parce que sinon, cet environnement numérique-là va complètement te dominer et tu vas te retrouver dans des situations où est-ce que, justement, Google, Facebook, à un moment donné, ils vont plus juste t'envoyer des pubs micro-ciblés, ils vont te dire quoi penser. Qu'est-ce que vous pensez que les partis politiques sont en train de développer en ce moment? Ils sont en train d'y mettre leurs ressources pour essayer de vous manipuler, comme on le fait depuis des années et des décennies. La manipulation de l'opinion publique est au cœur de la société moderne. Mais là, on est rendu qu'on peut le faire avec un degré de précision. L'humain est fait de peu de choses. On est manipulable. Ouais. Si on ne participe pas au changement, c'est clair qu'on va le subir. Alexandre Sheldon, notre quart d'heure techno est déjà terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire ça en 2 parties. Oui. Donc, vous avez simplement à cliquer sur la partie numéro 2 pour avoir la suite de cet entretien avec Alexandre Sheldon, réalisateur du film Hack MTL. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.